jamais vu ça. Ça, c'est du jamais vu. Le prix soumis, la qualité reste. Bonjour et bienvenue dans Du Jamais Vu, la nouvelle émission mensuelle de qualité où nous parlerons de ces œuvres culturelles incontournables, films, séries, musique, jeux vidéo ou encore littérature. Chaque chroniqueur vous présentera un grand classique pour que vous puissiez briller en société sur des œuvres que vous n'avez jamais vues. Je suis Sam, je suis votre présentatrice et autour de moi pour ce pilote, nous avons la fine équipe de qualité, enfin. Yes. On se retrouve. On fait un petit tour de table, donc je commence à ma gauche avec Lame. Enfin chroniqueur, un fantasme se réalise. Incroyable. Ravi d'être là et ravi de tester cette émission. Parfait, ravi de prendre ta place, Lame. Ouais. Et à l'autre bout du canapé, Oui, tout à fait. nous avons Daz. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de reprendre le microphone et de fournir un peu de contenu pour les débats Twitter. Parce que souvent, les gens sur Twitter débattent sans connaître les œuvres. Là, au moins, ils auront des munitions. Ouais. C'est quand même très Et intéressant. c'est vrai que le mois d'août C'est est vrai. assez silencieux sur Twitter en ce moment. Ah oui, il y a plus que 1,3 indignations par jour. Donc, on est quand même en sous-régime. Parfait, toujours aussi généreux. En face de Daz, nous avons Fibre. Bonjour Sam, ça va? Ça va très bien. Je suis content aussi de reprendre le micro à l'ancienne, comme il y a 9 mois. Voilà, non, j'en parle pas trop, on va pleurer. Et ensuite, nous avons Ghislain, Ouais. toujours aussi silencieux, mais du coup, ça sera Ghislain de Du Jamais Vu, pour cette fois. Donc, sans Le plus fameux. attendre, nous allons commencer par Fibre Tigre, qui va nous parler de Final Fantasy VII. Du jamais vu. Alors, si vous voulez parler de Final Fantasy VII à vos amis, sachez que la première chose à dire, c'est que c'est un monument du jeu vidéo. Il faut que vous soyez un peu Bien sûr. très impressionné quand vous vous écoutez parler. Donc, Final Fantasy VII. Comment être objectif avec ce jeu? Donc, comme beaucoup d'entre vous, disons la majorité des gens qui aiment Final Fantasy VII, j'ai reçu ce jeu avec ma PlayStation au pied du sapin de Noël. Et ce jeu, ok, on pourrait dire il est moche. Ok, l'histoire est passable. Mais ce jeu, c'est un peu chez moi. Et chaque fois que je le relance, j'ai ce petit pincement de nostalgie. Je suis de retour chez moi. Final Fantasy VII, c'est avant tout des personnages. Alors le héros, Shinji, c'est un ado de 12 ans avec des cheveux en épi et une épée vraiment très grosse. Alors quand je dis vraiment très grosse, vous avez... Non, elle est bien dure. Vous avez l'impression que je parle d'un substitut freudien et j'ai envie de dire non. Mais en même temps, il la tient à deux mains, elle est pile entre ses jambes pendant le combat. Bon, Shinji n'a pas une personnalité avec beaucoup de relief parce qu'il est muet, orphelin et amnésique. Autant dire que c'est pas le roi de la fête. Au contraire de son meilleur ami et sidekick, Huggy. Alors, je vous interdis de vous moquer. Vous êtes en train de dire Huggy, il est noir, hein, c'est ça? Final Fantasy VII joue un peu avec les clichés pour mieux les subvertir. Donc, Shinji est carrément moins raciste que Nadine Morano, car oui, il a un ami noir. Huggy, un gros noir avec une mitraillette absolument énorme, une coupe de cheveux flat top et un paternalisme de bonne aloi. Il dit souvent Shinji, on l'a bien échappé belle, pas vrai? Donc avec Shinji et son pote, il y a Aerith ou Aerith, choisissez, il y a un TH à la fin, qui est le prototype de la meuf sans personnalité. Vous voyez, dans les mangas, t'as toujours le héros, la meuf avec de la personnalité qui a l'air cool et l'autre super effacé en kimono, genre Rai et Nanami. Et c'est toujours la meuf zéro personnalité dont l'héros tombe amoureux, je ne comprends pas. Donc enfin, il y a l'autre meuf, donc celle qui a de la personnalité, qui s'appelle Tina. Elle a aussi une sacrée poitrine, j'en parle pas beaucoup, mais je dirais que c'est la modélisation de l'époque. Hein. Donc moi, ce que j'ai retenu de Tina surtout, c'est sa personnalité. Mais quand on voit la personnalité de Tina, pourquoi Shinji se colle avec Aerith? Mystère. Il aime peut-être se faire chier. Alors je vais pas trop spoiler, pas de spoiler, mais Aerith meurt assez rapidement. D'ailleurs, c'est un passage affreux, elle tombe dans une espèce de mare et tout le monde pleure et c'est le moment le plus émouvant de l'histoire du jeu vidéo. J'y pense tous les jours et je fais de longs threads Twitter à ce sujet. Donc mon conseil, c'est ne vous cassez pas trop la tête à la lever et préparez vos mouchoirs en gros polygones. Au niveau des mécaniques, c'est un jeu au tour par tour. On choisit attaque, défense, potion, vous voyez le délire. Les décors sont absolument somptueux. On est dans un mélange cyberpunk / tableau du 18e siècle, genre ferme anglaise à la Constable / kawaii. Il y a un monde normal, un monde de l'eau, un monde du sable. Je vous rassure tout le monde, les chocobos sont bien de retour. Si votre kiff de gros minet, c'est de chevaucher Titi, vous allez regretter aucun de vos 430 francs. Mention spéciale aux espères des invocations de dieux surpuissants qui viennent atomiser les ennemis. Licorne vespérale, masque africain, île flottante, le tout dans un système de leveling et d'équipement avec une clarté d'utilisation franc-maçonnique. Last but not least, une foultitude de mini-jeux sont là.
un jeu de pêche, un jeu de fléchettes, un jeu avec des taupes sur lequel il faut taper, la cerise sur le gâteau d'une expérience séminale, comme ils disent à Libération, pivot dans l'histoire du jeu vidéo, généreuse, 10 disques ROM comme même, et pleine d'amour. Alors, j'ai envie de vous parler de l'histoire. Et je lâche ma chronique parce qu'en parlant à un moment où je parle de l'histoire, je me souviens d'une chronique de Moguri qui présente le Cozy Corner qu'il avait fait sur No Life ou de Final Fantasy IX. Et il avait dit Final Fantasy IX commence par une introduction. Ensuite, il y a des péripéties et finalement, il y a un dénouement. Et je trouve que c'était un résumé parfait. Mais je vais quand même aller dans le détail pour Final Fantasy VII. Qu'est-ce qui se passe ? Le monde de Shinra est en péril. En effet, Kafka, notez la référence, le chambellan du roi Sigmund VI est en train de réveiller le magma magique qui va détruire la Terre entière avec des nanobactéries appelées l'Eternium en capitale. Pour détruire les nanobactéries, une seule solution, trouver les 6 cristaux magiques qui se trouvent dans 8 temples. Oui, le dernier est coupé en 3, gardés par 8 sorcières représentant les 8 éléments. Ne cherchez pas. Les 3 derniers morceaux sont en fait à bord d'une forteresse volante appelée en capitale la Battle Fortress. Et au moment où le héros arrive, cut, génie de la mise en scène, on est téléporté 20 ans plus tard dans un monde post-apocalyptique où le héros devient amnésique une deuxième fois. Il retrouve ses amis et cette fois-ci ils vont botter le cul au magma magique, mais le magma magique l'attaque d'éternité en capitale et tout le monde meurt sauf le héros qui se relève grâce au pouvoir de l'amitié de tous les gens qu'il a rencontrés dans la voiture. Voilà, je ne vous dis pas la fin, mais ça se termine bien. Vous allez me dire c'est un poil alambiqué, mais c'est une forme de narration que nous appelons entre game designer, la brouette japonaise. On la charge au maximum de tout ce qu'on peut trouver à la maison. On vous le sert avec tellement de bon cœur que ça nous touche. Je dirais pour conclure que Final Fantasy VII, à l'instar des RPG réussis, c'est comme un bon porno. Tu peux dire vaguement comment s'appelaient les gens, tu n'as aucune idée de l'histoire, mais tu avais des énormes épées et des positions beaucoup trop stylées. Voilà. Voilà, mais c'est exactement. Assez d'accord avec Fibre. Hein. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ouais, beaucoup d'émotions. Vous avez joué Tanti aussi ? Alors oui, c'est ça la question. Donc déjà, Fibre, Oui. on parle de Final Fantasy VII. Est-ce que tu as pu jouer aux 6 premiers ? Parce que ça sous-entend qu'il y en aurait eu 6 avant. Alors, mea culpa, j'ai joué au 4, 5, 6. Le 8, non, je peux pas l'avouer, sauf si un jour je fais une chronique dessus. Mais sinon, le 10, ouais, le 10 et le 15, bien sûr. Très bien, donc on part avec t'as beaucoup de connaissances sur ce jeu-là. Donc. Ah ben, le 7, il est assez extraordinaire parce qu'il se place chronologiquement entre le 6 et le 8. Et c'est bien foutu. C'est quand quoi. même pratique, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est pas du tout comme Kingdom Hearts, je précise. Très bien. Et autour de la table, donc Daz, Flamme. Ouais, non, moi, les JRPG, le dernier que j'avais fait, ça devait être Assassin's Creed ou The Witcher, je sais plus trop. Je suis pas. Alors, tout le monde ne met pas Assassin's Creed dans JRPG. Hein, C'est vrai ? Ouais. Ah bah pourtant, c'est flagrant quand même, par les choix de game design, mais bon, bref. Donc, ouais, moi, en fait, à chaque fois, j'ai un problème, c'est que je commence ces jeux, j'y joue assez intensément pendant bien 45 minutes. Et puis après, j'arrête, je repose la manette. Comme un bon film porno, quoi. Puis quand je reviens, ouais, voilà, 45 minutes, on est bien quand même. Puis après, quand je reprends la manette, je sais plus où je me suis arrêté. Alors j'efface ma sauvegarde et je recommence. Et puis je vais jouer 45 minutes. Puis j'arrête, je fais autre chose. Et puis je reviens, je vais oublier. Donc j'efface la sauvegarde, je recommence. Donc en fait, moi, ils ont même pas besoin de tricoter une histoire qui dure 250 heures. Puisque Bon, moi, grâce à Fibre, t'as tout le scénario du jeu maintenant. Ouais. Tu pourrais dire Ah que tu ouais. l'as joué. T'as jamais vu Iris mourir alors ? bah, ça, c'est pas dans le premier tiers en tout Non. cas. Tu dis qu'elle meurt assez rapidement. Ouais, elle meurt c'est- assez c'est- rapidement. Mais c'est affreux ça. Oui, mais Moi, je me assez rappelle, rapidement, enfant, c'était ignoble. Parce que toi, on est vieux, donc nous on l'a acheté en japonais au début. Donc en fait, quand tu l'as acheté en japonais, ce JRPG, tu jouais et donc quand elle meurt, elle tombe dans la mare et qu'elle, tu vois, elle coule tout doucement comme ça. Tu comprends pas au début, donc tu dis bon bah ok, elle est en danger, je vais la sauver et tout. Et en fait, comme tout est en japonais, nous on comprenait pas, donc Ouais. on pensait qu'elle allait revenir. Et en fait, moi j'ai fini le jeu en japonais avec des potes sans rien comprendre au scénario. Et quand on l'a refait en français en fait, et que tu la vois tomber dans Choc. la mare et qu'il y a écrit Shinji, sauve-moi, etc. Et que Guy fait Shinji, vas-y, que je crois que c'est à cause de son amnésie en plus qu'il peut pas y aller. Enfin, il est Keblo. Ouais. Et tu la vois mourir, et là vraiment tu dis ok, c'était vraiment. Je pense que j'aurais vécu ça à 14 ans, j'aurais compris le scénario à 14 ans, j'aurais été traumatisé par FF7 en fait. Et à côté, il y a les chocobos, c'est mignon, on s'amuse, c'est trop bien. Voilà. Après, là, 14 ans, bon, le jeu il est sorti en 97. Ouais. T'en avais déjà 18, quoi, mais. Mais je comprends ce que tu veux dire. J'en Ouais, mais avais j'étais 3. jeune à l'époque, mais c'était un des premiers traumatismes du jeu vidéo. Moi, j'ai joué en français, donc. Ouais. Mais après en français, du coup, je l'ai refait plus tard et je fais ok, bon en fait elle est morte, mais je sais pas. C'est pour ça que tu la voyais plus pendant tout le reste de l'aventure et tu dis tiens, elle est peut-être dans un autre. En fait, tu sais, des fois, peut-être la tu sauver. sais, dans les JRPG en plus, tous les trucs comme ça, genre Star Ocean, t'as toujours des persos qui disparaissent, qui reviennent dans des arcs, ou des fois, faut aller les récupérer à un endroit. Mais tu sais, quand tu fais les JRPG en japonais, tu appuies sur tous les téléphones de dialogue au pif dans les villages, ça avance, mais tu comprends pas ce que tu fais. Alors que là, on a compris qu'elle était morte et c'est marrant parce que t'as tous les mèmes sur internet sur Aerys et le marais et tout ça. Et, au début, je le comprenais pas, quoi. Voilà. Et c'était assez ignoble comme truc, je trouve. Alors là, moi, je vais faire la jeunesse innocente. J'avais 3 ans
quand le jeu vidéo est Oh sorti, là là donc là là. je n'ai pas pu y jouer. J'étais trop jeune, quoi, j'étais un petit bébé. Et du coup, si je devais jouer maintenant, Tu l'achèterais 40 balles sur iPhone, puisqu'il est en vente, je pense. parce que moi j'ai juste les très belles images, parce que je me rappelle de tous les personnages masculins, féminins qui sont très jolis. J'aime beaucoup Lightning, mais je sais pas, je pense Attention, pas il y, a qu'elle soit dans des- il y a des- cette. il y a des gros polygones maintenant. Enfin, c'est un jeu à gros polygones. Il a un peu changé. Ouais, il a un peu changé. Mais après, si tu l'achètes, il faut que tu l'achètes avec tous les packs parce qu'il y a eu pas mal de packs. Il y a eu Des Final DLC? Fantasy 7.2, non 7.3 7-2. 7-2, 7-2, 7-2. avec toutes les héroïnes, 7-3. Mais c'est toujours C'était c'est du genre, côté de la- le printemps doré, un truc comme ça. C'est-à-dire, c'est un Ouais. peu comme les Sims, quoi. Il y a des trucs additionnels qu'il faut Ouais, rajouter. je crois que le 7.3 était bien parce que tu jouais du côté de la Shinra, non? Enfin, tu jouais du côté des gens qui géraient le monde de Shinra. Je crois que c'était un peu bizarre Alors comme moi, j'ai ambiance. pas fait les DLC parce que déjà 180 heures, c'était un peu lourd, quoi. Voilà. Je peux comprendre. Très bien. Donc du coup, 3 points à retenir au sujet de Final Fantasy VII. C'est moi qui dois les dire ou c'est eux? On va commencer d'abord par la médaille et tu clôtureras les recos. Moi, je dirais monumental. Monumental. Une aventure en 4 CD. Une aventure en 10. 4 CD. Combien 10. Non. 10 disques ROM. Si. C'est vrai Oui, il a même pas écouté la chronique. T'as dit 10 10. Sans compter si tu fais le 7.2, le 7.3 et tout ça. Ouais, après, Ah ouais, voilà, après, c'est ça, après, d'accord. c'est Non, non, cinq, moi je parle c'est pour le cœur du truc. En tout cas, les 45 premières minutes, elles tiennent sur 4 CD. Ça, c'est... Ah, d'accord. Je dirais, enfin franchement, effectivement, complètement à faire, donc complètement dans l'esprit de du jamais vu. Genre, il faut le connaître, quoi, même si tu t'as jamais joué. Et donc, je trouve que Fibre a fait un bon résumé de ce qu'est l'esprit JRPG et du scénario, notamment avec toute cette histoire des méchants magma et tout. C'était bien cool. Très bien. Merci à tous les trois. Et avant de passer à la prochaine chronique, place au Roco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Descendez les verres pendant que tu me tournais le dos. Ah, Je suis... comment ça tape? C'est pas de temps l'appuyer, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Alors, le Roco Quiz, c'est une séquence que vous retrouverez dans chaque émission, entre les chroniques, où vous, la communauté, oui, vous, nous partagez une recommandation culturelle que je présenterai sous la forme d'un quiz à notre équipe. Est-ce que c'est clair pour vous autour de moi? Allez, on est chaud. Très clair. Très bien. J'annonce, je gagne à la fin de la saison en points cumulés. Il Alors, faut annoncer les choses. c'est parti avec Anso, qui nous dit « Un super jeu vidéo de combat de ninja. Des heures à défoncer mes pires ennemis, faudrait que j'y retourne avec mon perso de ouf. » Des ninjas. Un perso, donc que tu peux Tu peux leveler. C'est RPG de ninja. Bah, Sekiro. Non. Un perso de ninja Sekiro, comme disait un samouraï. Non, c'est un ninja. Ouais, mais bon, C'est un Hanzo, ninja. Ah, c'est un ninja C'est un morai. ninja morai, ouais. Alors, c'est pas Sekiro. Hein. Alors, répète-moi le. Un super jeu vidéo de combat de ninja. Des heures à défoncer mes pires ennemis, faudrait que j'y retourne avec mon perso de ouf. Et Est-ce que c'est genre une blague, genre c'est Twitter en fait, tu vois? Pas du tout. Non, c'est un Ok. vrai C'est jeu. quelqu'un de Mais- très sérieux. On a des recours qui sont sérieux. Ninja Gaiden. Non. Non, je pense que si tu peux leveler ton perso, c'est plus qu'un RPG, c'est un MMO, non? C'est un MMO. Ouais, Eh, vous avez vu? Un World MMO. of Warcraft. Non. Il n'y a pas de ninja dans. Bah, tu connais pas la dernière extension? Il y a, Ah, le- putain, il y a ouais. le Perks Ninja dans Fallout 4, mais bon. Non plus. Non, bah, Bon, personne on alors. donne notre langue au chat. Alors, si je vous donne un indice, Ok. si on prend l'acronyme de ce jeu, c'est très, très internet, très web. L'acronyme de ce jeu, c'est très internet. Genre- Ah, League of Legends. Eh oui, Yes, oh là c'est là, ça. mais oui. Ah, ok, je vois le genre. Bah, j'annonce que je gagnerai jamais, en fait. Je marque le premier point de ce du jamais vu. Il y a un peu encore 2 ésotérique, points à Hanzo, gagner. hein, mais oui. Il y a encore 2 points à gagner. Vas-y. Passons à la reco de Rémi, qui dit « J'ai adoré, bip, un jeu sorti dans l'urgence pour illustrer le combat de la police face aux gilets jaunes. Je regrette juste qu'il n'y ait pas eu le temps d'intégrer des flashballs. Alors, » Tu Paper devrais aimer Please. ça, Daz. Ah, Paper Please, ouais, c'est sûrement Paper Non. Please. Ah. Non, C'est non, pas non. ça. Gilet Police. jaune. Si je peux donner un indice, c'est un jeu qui date, hein, qui est assez connu. Mais il date. Mais apparemment, il fait écho Est-ce que tu peux donner aux un récents indice, événements. genre, Ah, Watch Dogs. C'est vrai que Watch Dogs 1, Et il attends, a bien avant ou 20, après 30 ans. 2000 hein. Eh bien, alors, vu que je suis... En 2000, j'avais 5 ans, donc je dirais que ça devait être avant, à mon avis. C'est un... Bah, si on reste... C'est vieux alors. Ouais. Attends, c'était quoi un jeu où tu combats les gilets jaunes d'avant 2000? C'est un jeu précurseur, ça, vraiment. Ouais. Là, c'est. Jet Set Radio. Non. Non, ouais, pas mal, pas Mhm. mal. Hein. Mais c'est avant 2000, donc avant 2000, c'est, je sais pas, Duke Nukem 3D, tu vois. Mais non, Donc, Jet Set Radio, c'était 99. Hein. ah. Call of Duty? On est dans ce genre de jeu. Ah, Mais c'est pas ouais, Call of Duty, FPS. vraiment un Ça peut jeu être Call of Duty. qui a un peu référence. Un qui est FPS un avec peu des flics, avant, bah Rainbow Six. Ah bah Doom.
Doom des Gilets jaunes. Attends, un Mais FPS, t'as pas joué à l'extension, c'est la police. Et c'est pas Rainbow Six et c'est pas. Attends, Call of c'est un Duty. très vieux jeu, je connais 1987. Un truc, le précurseur de Rainbow Six, Opération Jupiter. Non, c'est pas ça. Bon, là, Je suis pas, non, trop faut long. donner- Bon, je peux donner un indice. Il y a une scène qui, moi, m'avait marqué quand on regardait la map. Donc, ces fameux gilets jaunes. Counter-Strike. Oui, c'est Ah, ça. yes. Comment t'as pu deviner en regardant la map? Bah, à la map, Counter-Strike, c'est un jeu de map vu de dessus, de toute façon, c'est connu. Bah, ça aurait pu être Diablo, Ah, mais tu bon. connais pas Counter-Strike. Voilà, et moi, je parlais de la fameuse map un peu dans le désert où c'était tout jaune. Et Ah. il y avait, De Dust, mais y a pas de gilets jaunes là-dedans, ils sont noirs les Mais si gilets. t'as pas joué à l'extension. Oh putain, ouais. Ça. voilà. C'est quand même Final Fantasy. Il y a toujours des trucs en plus. Il faut les garder. Faut Ça garder fait ça deux en là tête, hein. ou trois? Ouais, deux. ça Ça fait 2 pour l'âme. Oh là là. Alors, est-ce que l'un de vous pourra essayer de choper le dernier point? Donc, c'est Gabi qui nous recommande un jeu vidéo innovant sur ses mécaniques de tir avec une histoire se rapprochant des nouvelles mystifiantes d'Edgar Allan Poe. On pourrait tomber dans le piège et dire que c'est Alone in the Dark, mais c'est pas Alone in the Dark. Ça pourrait être The Dark, t'as bien dit. Alan Wake. Non. Ça aurait pu être Alan Wake. Waouh, le niveau autour de la table. Attends, Edgar Allan Poe, innovant dans ses mécaniques. Mais attends, il y a un délire de mysticisme. Je sais qu'il y a Assassin's Creed qui se passe avec Cthulhu, il y a le bien connu. Ouais, c'est Assassin's Cthulhu, là. Cthulhu. Ouais, bien sûr, mais ensuite. Ça pourrait être un jeu qui, selon moi, serait du niveau d'Assassin's Creed, mais qui n'en a pas fait autant. Parce que là, on parle de la 2e édition. Donc c'était Ah, c'est le 2. Ah, c'est Red Dead Redemption. Exactement. Oh là 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 là. C'est quoi là là Eh là. putain, c'est bon. Mais oui, mais Red Dead Redemption, Bravo, Gabi. t'as jamais joué, c'est ultra novateur au niveau du Non, gameplay. non, mais ça doit être encore un expansion pack à la con, ça. Non, Mais par contre, c'est très Edgar Allan Poe. Bravo. ouais, complètement. C'est complètement Edgar Allan Poe, c'était Ça fait 3 pour l'âme, là. Bah quoi. oui. Léon Ouais. des chauds. Ouais, Le c'est son stream, métier. le hein. JVTV, le stream peut être fier de toi. Ah oui, on a la culture qu'on mérite. Très bien, donc passons à la prochaine chronique. Du jamais vu. Et tout de suite, avec l'âme, nous allons parler de musique. Et oui, ça me fait très plaisir de vous parler de musique parce qu'on va enfin parler de PNL. Ça fait des mois que l'équipe de Du Jamais Vu s'écharde sur le sujet. D'un côté, Fibre et Sam ne jurent que par ce duo révolutionnaire du rap et passent leur temps à danser et pogoter tous les deux. Et de l'autre, il y a Daz qui, scandalisé, brandit un peu le rap noble en face, hein. Kendrick Lamar et son bouclier, Ninth Wonder son épée, pour affronter ce qu'il qualifie de guignol sans talent avec un succès incompréhensible. Alors au milieu, il y a Ghislain et moi, et qui à la base sommes aussi un peu repoussés par ce flow un peu, on peut le dire, un peu lent à chier et ses paroles pseudo-cryptiques. Donc à la base, on est plutôt Team Daz, hein, sur le sujet PNL. Ah, ça me fait plaisir. Mais est-ce que nous sommes une émission culturelle de référence ou pas? Est-ce que nous sommes des critiques culturelles de référence? Est-ce qu'on est là pour donner les clés à nos auditeurs sur PNL sans qu'ils n'aient jamais à écouter PNL? Bien sûr, c'est notre job. Donc, on a profité de la sortie de leur nouvel album qui s'appelle Deux Frères pour vraiment connaître l'ennemi. Mais avant de parler de l'album Deux Frères, qui cartonne tout dans les charts en ce moment, déjà un petit historique pour ceux qui ne connaissent pas PNL. Alors, PNL c'est quoi? Ce sont deux frères jumeaux italiens qui s'appellent Ademo et Nos, tous les deux nés en 1991, d'où le chiffre 91 que vous voyez un peu partout dans leurs morceaux, Ah, d'accord. et qui ont grandi en Italie. Ils sont nés tous les deux évidemment à Palerme et ils ont ensuite dû fuir le pays puisque leur père a eu des ennuis avec la justice. Il était lié à la Camorra, la Gomorra en italien, donc la mafia italienne de Naples, et ils sont venus s'installer dans la banlieue française, d'où l'acronyme donc PNL. Palermo, Napoli et Longjumeau, là où ils sont arrivés. Ok. Vraiment, le destin est bien fait parce que c'est Longjumeau, ouf, c'est des j'apprends des jumeaux, trucs. c'est dans le 91, ils sont nés en 91, bref. Ah, c'est cryptique, ouais. Voilà, donc les gens ne savaient pas ce que voulait dire PNL, donc déjà on découvre PNL. Ça c'est vraiment le Palermo, destin. Napoli, Longjumeau. Ouais, tout à Ah, fait. très bien. Donc ils atterrissent donc à Longjumeau avec leur père. Ils vont y vivre une adolescence tranquille, un peu celle que vous connaissez, celle des banlieues molles et pavillonnaires qui passent leur soirée à squatter FIFA sur PlayStation en buvant des 8-6, vous la connaissez. Et entre les galères sentimentales et un horizon professionnel qui était un peu bouché pour les deux jumeaux, ils vont se donner à fond dans leurs deux passions, un le crossfit et deux le rap, évidemment. Alors, ce qui est très étonnant avec PNL, quand vous connaissez un peu le milieu, c'est les interprètes. Parce qu'évidemment, dans le rap, on a, on va dire, un portrait robot et un profil assez marqué dans cette musique. Et eux, ils dénotent complètement avec leur look complètement italien. Déjà, ils sont vraiment... on dirait qu'ils sont sortis tout droit des quartiers pauvres, mais un peu revanchards de Milan, ou à l'inverse des quartiers riches, mais bouchés de Naples. Et vous voyez le genre. Longue crinière noire, dressée au pento en arrière, lunettes de soleil indécrochables, t-shirt si moulant et si coloré qu'on pourrait faire du surf avec, hein. Mais surtout, ce sont ces regards qu'on devine très blasés derrière les lunettes fumées qui font un peu leur style si italien.
C'est une attitude presque condescendante, mais qui, si on la mêle à leur univers et leur musique, je vais y revenir juste après avec leur album, ça prend une toute nouvelle signification en fait, puisque les deux frangins, à un moment, ils vont dropper au calme leur premier EP qui s'appelle TED, qui s'appelle en fait Trouble envahissant du comportement. Et en fait, ils annoncent qu'ils sont touchés eux-mêmes par le syndrome d'Asperger, ce qui est un peu inédit dans le milieu du rap, qui rend difficile évidemment leur communication verbale et non verbale, l'obsession qu'ils ont sur les paroles répétitives, les comportements un peu routiniers, et bien sûr leur intégration sociale très très limitée. Alors, ce qui est encore plus étonnant avec PNL, c'est que je vous ai fait un portrait des deux jumeaux, mais la musique de PNL exprime un peu tout ça. Donc à l'inverse des rappeurs un peu iconiques que Daz aime tant, qui passent leur temps un peu à flex leur street cred, leur virilité, leur puissance à longueur de verre, bah eux les PNL en fait ils se posent complètement en Apollon fragile du game. Donc eux ils opposent aux gardes-gangs que les mecs vont un peu affabuler dans le milieu du rap, ils opposent une jeunesse perdue dans les banlieues pavillonnaires et un peu confortable, un peu désespérante, et surtout à la drogue dealée ou consommée par les confrères. Ils opposent la vape. Et oui, ils sont fans de cigarettes électroniques et ils vont aller plus loin qu'enchaîner les juices. Ils vont intégrer en fait cette épaisse vapeur sortant de leurs épais pecs à leur voix. Dans les concerts, ça se voit de ouf. Exactement. Et en fait, ils vont intégrer ça carrément à leur technique et à leur flow. C'est un peu le début un peu de la polarisation autour de PNL. Hein. C'est ce qui a rendu les fans et les critiques de PNL. Hein, cette vape, ce sont des voix complètement modifiées et alourdies par les clouds de vape qui deviennent une signature et qui font que vous aimez PNL. Et c'est un autotune du pauvre si vraiment vous détestez PNL. Et vous savez quoi ? En fait, les deux vérités sont vraies. Ademo s'y ont confirmé dans une célèbre interview sur Click TV que lui et son frère ne sont pas de bons MC, ils s'en foutent complètement et ils kiffent l'apport de ce nuage dans leur flow. On comprend alors mieux ce passage désormais légendaire sur leur premier track NNA, qui s'appelle en fait Nuage New Age sur l'EP 91. THC. On vous atomise avec nos atomiseurs. On vous spread le nuage du spreadé dans le cerveau de nos haters. Je regardais sur le terme spreadé hein, après sur l'album. Daz il est en transe parce que il aimait pas et je crois qu'il est converti là. Ah ouais, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc je vous redonne les phrases. Hein, évidemment, avec leur technique de vape, c'est pas très compréhensible. Donc c'était sur le morceau NNA, Nuage New Age, pardon. Chicha au THC, on vous atomise avec nos atomiseurs, on spread les nuages du spread Z dans le cerveau de nos haters. Alors, ce qui est fou, c'est qu'en fait, la génération vape va immédiatement se reconnaître dans ce morceau. Et va danser évidemment sur les rythmes lourds, lents et indolents qui sont produits à l'époque par Nekfeu en cachette. Et maintenant on le sait. Et surtout, ce qui va confirmer le succès de NNA, c'est leur clip qui est une plongée vraiment hypnotisante au cœur des cités italiennes de la Gomorra où ils ont grandi. Et là, les compteurs YouTube explosent et PNL explose au grand jour. Rythme, voix, univers, et d'un coup d'un seul, en fait, PNL vient d'inventer en 2016 le cloud rap, littéralement le rap nuage, et toute la scène hip-hop d'Atlanta ne s'en est toujours pas remise. Et en mettant qu'on a l'historique, on en arrive à l'album Deux Frères, qui serait, si vous êtes fan, la confirmation un peu douce amère de leur talent, en tout cas celle que me promettent Fibre et Sam à longueur de journée sur notre Slack de travail. Un album qui nous plonge encore plus intimement dans les racines italiennes de la jeunesse française, et surtout un troisième album, étonnamment, qui pourrait s'écouter comme un premier. Alors, je me suis lancé, j'ai carburé exclusivement à 2F, donc à Deux Frères. Durant ces 2 dernières semaines, j'ai vraiment écouté en boucle, comme vous m'avez dit, Fibre et Sam, pour me plonger dans leur univers. Et évidemment, peut-on parler de Deux Frères sans parler du Megate Benz, évidemment, cette reprise qui est d'ailleurs une profession de foi du rap, hein, puisque il fallait quand même des couilles déjà pour faire une reprise de Dans ma Benz 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 de NTM, qui est un autre duo iconique avec un acronyme du rap français. Ensuite, parce que dans le plus pur style de PNL, cette ode à la grosse voiture symbole de la réussite, la Benz, devient une histoire de glauque, d'un plan Tinder qui se termine sur la banquette arrière d'une de ces Mercedes classées beige qui ont fait 3 fois le tour du compteur avant de renaître en taxi marocain et de revenir en France en tant que go-face du pauvre. Cette pauvre Benz, cette Merco est la première et toujours la seule caisse de noces, donc un des deux jumeaux, et le lieu chargé d'histoire où il perdra sa virginité avec la chanteuse Christine and the Queens, qui, vu les paroles, prendra largement les choses en main. Je vous passe le petit morceau. Impact sur la banquette, elle buzz, buzz. Buzz, buzz, buzz,
baise. La benne s'est transformée en baise. Et faut-il une autre preuve du détachement d'héritage sur les codes méditerranéens et rap de la virilité? Il se fait littéralement baiser par Christine. Ces mecs sont hors du game. Chris. Ils s'en foutent. Chris, on l'appelle Chris maintenant. On passe au morceau suivant. Et je vous parlais, vous vous rappelez de ce vers, parce qu'encore une fois, c'est tout un univers, un PNL, mais on spread des nuages du spreadze. Alors qu'est-ce que c'est que le spreadze? Personne n'avait jamais compris. Et encore une fois, les fans comme Fibre, ça s'arrachait les cheveux, essayer de comprendre le langage. Tout à l'heure, on va parler des théories, c'est ouf. Voilà, c'était une novolangue, pendant que c'était de la merde. Et dans l'album de Frères, on a compris d'où vient le mot spreadze. C'est un verbe qui vient en fait de leur nouveau album, et donc le morceau qui s'appelle Neosprezz. Et en fait, ce terme, il vient du terme italien sprezzatura, qui est un terme, vous voyez, ce genre de terme typiquement italien qu'on ne peut pas traduire en français. Alors, c'est un mot qui a été popularisé par Baldassare Castiglione, qui était un homme très très connu de la Renaissance, dont l'attitude et le swag avaient donné un peu popularité à ce terme italien. Et qu'est-ce qu'on dit? La sprezzatura, c'est la nonchalance travaillée. Tout à fait. C'est un trait essentiel à tout gentleman, selon Baldassare. Et c'est donc un vieux trait de la Renaissance qui a été repris par Nos et Ademo de PNL dans leur attitude à chaque fois. Donc, prendre, accueillir, produire des choses avec une certaine sprezzatura, c'est de voiler tout acte, tout art dans un drap du sans effort, du sans y prêter un peu attention. Et on reconnaît un peu ici la nonchalance omniprésente des deux jumeaux dans ce morceau Neosprezz qui m'a beaucoup marqué. Mon rap est Sprezz. Ce track est Sprezz. Notre album, notre carrière, Sprezz. Nos Coachella, full Sprezz. On se souvenait plus mon cloud, mais je te verse direct mon juice. Sprezz. Un morceau un peu plus léger, mais franchement déjà bien dansant. Je m'étais vu voilà. Sam et moi en chantant en même temps. Ouais, complètement. Je te voyais, je vois que t'es content aussi je suis hyper heureux, compris enfin ce mot qui était vraiment une des grosses lignes de PNL. Donc sprezze, maintenant c'est devenu un verbe dans le langage des Jets. On continue avec le dernier morceau qui m'a vraiment vraiment fait plaisir sur cet album. QLS, donc c'était aussi c'est un des gros acronymes de l'univers de PNL qui est devenu même leur marque de vêtements. Alors QLS, qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, c'est un terme italien qui s'appelle qualunchismo en fait. Évidemment, la track préférée de Fibre, il me harcelait avec ça, il voulait pas me dire pourquoi du coup, et on a découvert effectivement, donc en italien, qualunque, ça veut dire un peu whatever quand tu t'en fous quoi. Donc évidemment c'était pour Fibre, who cares. Donc voilà, donc qualunque et donc qualunchismo et donc QLS pour PNL, c'est un peu aussi un autre de leur trait d'attitude italien qui est vraiment on s'en fout un peu, on est un peu whatever. Alors évidemment là il pousse la notion à un degré extrême parce que le qualunchismo chez les Italiens c'est une attitude qui marque une sorte de scepticisme, une perte de confiance dans la société et la politique actuelle. Donc les fans anglais du groupe ils appellent ça du méhisme, donc quand tu fais mais tout le temps. Et en France on pourrait un peu parler de nihilisme du dimanche, voilà, mais c'est vraiment le qualunchismo ou le QLS qui est évidemment maintenant brandi par Fibre en chœur avec PNL. Mais en tout cas j'aurais jamais cru, mais c'est sur ce morceau un peu entêtant et pessimiste, vraiment dansant, donc très PNL, que j'ai un peu basculé du côté des fans de PNL. On va écouter ce petit extrait, juste cette phrase qui m'a vraiment marqué beaucoup. Je peux bien enculer le royaume des morts. Si à la fin, celui qui nous baise, c'est Hades. Fort, hein? Ah, c'est deep, c'est super puissant, deep. hein, puissant. Et du coup, on attend évidemment impatiemment la ligne de vêtements du même nom, un QLS qui s'annonce aussi edgy que confort. Alors, on va pas se mentir, les 9 autres tracks de l'album ont moins marqué, mais bon, on parle pas non plus de fillers. On notera notamment ODD qui était étonnant, parce qu'ODD c'est une ode à Didier Deschamps. Ode à Dédé, en fait, c'est un petit raccourci. Et non pas pour son travail de sélectionneur de l'équipe de France, mais plus pour ses glorieux passages à la Juventus de Turin en tant que joueur et entraîneur. Donc, on voit encore une fois que PNL, un peu rebelle, va venir troller un peu leurs fans français pour mettre en valeur un de nos héros nationaux sur son passé italien. Bref, il faudra un temps infini pour décoder l'univers de PNL. Il m'a fallu 2 semaines pour arriver à décoder 3 ou 4 morceaux, pour infuser, pour apprécier. Et en plus, on le sait maintenant, les jumeaux, en fait, ils affichent cette sprezzatura attitude, même avec leurs fans, les laissant mariner dans leur rejet, leur incompréhension, avant de les voir un peu s'intoxiquer au parfum de leurs morceaux massifs, lents et inévitables, comme un énorme cloud de vape qui vous arrive en pleine figure. C'est fantastique. Eh bien. On peut Wow. applaudir Oh, là. super. Hein. Voilà. Ouais, donc je rejoins Fibre et Sam dans les fans de PNL. Maintenant, je comprends mieux leur univers, leur Écoute, langage tu m'as- codé, Tu m'as complètement éclairé aussi. Hein, leur prod.
Et nous sommes ravis. Là, j'ai mon sweat University of la Banane, il est un peu abîmé. Et j'ai envie d'un sweat Sprezzatura style. Je sais pas, mais Sprezzatura. Donc QLS, ça veut pas dire que le swag en fait. Moi, Non. En fait, QLS, ça ne veut pas dire ça. Mais tu vois, tout est rempli chez eux de langage codé. Et je comprends les gens qui n'accrochent pas au début. Disons que tu vois là, le fait que tu expliques un peu plus, ça me permet de pardonner le fait qu'on a bien vu dans tes extraits qu'il rappe complètement hors temps. Avec, Mais non, mais ça, Mais je crois que ça c'est le QLS. voilà, Ouais. tu vois, c'est le Qualunkismo, comme dirait Fibre. Qualunkismo, ouais. C'est-à-dire ils s'en battent tellement les couilles qu'on C'est pourrait le même enlever la whatever. musique en fait. Oui, c'est. Ouais, ok. Et puis ce qu'ils disaient encore une fois, c'est que dans l'interview de Click, c'est que c'est des mauvais rappeurs, mais ils s'en foutent en fait. Ouais, très très bonne émission de Click, hein, d'ailleurs, la meilleure, je pense. Et effectivement, comme toi, j'étais en mode, je sais pas, j'aime le rap aussi pour la technique, donc je sais pas, j'écoute Jay-Z, j'écoute Eminem, des mecs qui ont un flow. Puis effectivement, tu vois ces mecs qui arrivent et qui s'en battent les couilles et qui inspirent un gros nuage de vape avant de tout lâcher. Ouais. C'est assez. Mais du coup, ça plus Asperger, du coup, ça explique un milliard de trucs. Hein. Bah ouais, c'est vrai que la seule fois où on les a vus en showcase, tu te rappelles, ils connectaient pas du tout avec le public. En fait, ils s'en foutaient, ils vapaient, ils marchaient sur la Mais scène. du coup, la question que je pose, parce que Fibre et moi, on était un peu des fans convertis dès les premiers sons de leur album. Mais vous, c'était quoi la réticence que vous aviez en fait la première fois que vous avez écouté PNL? Moi, c'est le swag des Italiens en solde, là, c'est compliqué quand même. Ah. J'avoue que ça fait bizarre de voir des Italiens, genre faux BG, un peu italien du pauvre, qui débarquent sur scène pour faire du rap, c'est un peu chelou au début. Avec du Gucci du marché, là, non, on dirait des joueurs remplaçants de Ligue 3, quoi. Ouais. Ah ouais. Là, c'est un peu compliqué, donc il faut passer outre l'aspect purement visuel. Et effectivement, maintenant que l'âme donne les clés pour comprendre un peu la Sprezzatura, notamment, qui est au cœur de leur œuvre, j'ai envie de dire, parce qu'on peut parler d'une œuvre. Ah bah oui. Ouais. Bah en plus, maintenant, en fait, je sais que... Bah, tu vois, c'est fou parce que moi, je comprenais rien. Et il a fallu que Sam et Fibre me disent écoute, faut absolument que tu écoutes cet c'est album. du lobbying de Ensuite, première classe. Hein, que Fibre me dit vas-y, QLS toute la journée. Là, il a ses t-shirts QLS pour que je comprenne qu'en fait, ça veut dire Qualunkismo et qu'en fait, ça vient du terme italien Qualunque et que c'est le whatever. Et qu'en fait, c'est hyper intéressant. C'est très moderne comme attitude. Tu vois, c'est politique quasiment ce qu'ils disent. Mais Le Qualunque, c'est vraiment une jeunesse qui est désenchantée. Tu nous as appris un truc de fou ce soir, parce que avec Sam, on avait une théorie que PNL, c'était pas du tout Palerma, c'était programmation neurolinguistique. Parce qu'avec son premier titre, TED, donc TED, trouble de l'écoute divergente, voilà, on s'est toujours dit, en fait, les mecs, ils sont Asperger, ils sont programmés, ils programment nos esprits, ils sont surpuissants, tu vois. Ouais. Et on était tellement dans le type programmation neurolinguistique, et là, non, pas du tout. Effectivement, c'est si simple. Surtout que moi, dans mon cas, j'étais pas du tout accrochée au rap. Enfin, je viens d'une cité, donc en fait, j'ai baigné dedans, mais je n'ai jamais trop aimé ce genre-là. Oui. Et en fait, effectivement, je pense que PNL, c'est lui qui m'a le plus accroché. Est-ce que tu peux dire j'aime tout, virgule, sauf le rap, virgule, sauf PNL? Pourquoi? C'est un peu vrai. Hein. Mais du coup, après, c'est là où il y a un gros débat. Ils sont tellement loin en fait de tout ce que tu vois. Mon éducation au rap, c'était plutôt Daz, donc ils sont tellement loin de tout ce que Daz a pu m'apprendre que et tu vois, t'as vu leur rythme et tout, des fois c'est un peu varié. Bah, leur non-rythme en fait. Leur non-rythme, c'est assez flagrant. Hein. T'es dur avec leur tarot même si. Mais justement, c'est fait ce qu'ils pouvaient. Non, mais c'est très justement oser à ce point-là, aller à rebours. C'est néo quelque chose, tu vois. La rebrousse-poil de la notion même de mélodie, c'est quelque chose de... C'est le free jazz du rap. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est un peu le Dave Brubeck de. Bon, ok. Avec du juice. Donc, en tout cas, Palermo, Napoli, Longjumeau, par contre. Ouais, Palermo, Napoli, Longjumeau, complètement. Et voilà, moi, en tout cas, pour du jamais vu, je vous conseille évidemment, je suis pour en tant que critique. On aurait pu avoir des coups de gueule, mais moi, c'est un coup de cœur, en tout cas, pour cet album de Frères. Et j'espère qu'on vous aura donné assez de clés pour que, voilà, en dîner, vous puissiez ressortir un peu toutes les trouvailles qu'on a dégotées sur l'univers critique de PNL. Sprezzatura. Moi, je vais écouter Deux Frères en sortant de cette émission. Ouais. Donc, quels sont les 3 éléments qui vous ont marqué et que les auditeurs doivent retenir en fait par rapport à PNL? Alors, je vais la jouer facile, Sprezzatura, Qualunkismo. Et bien. Le 3e point, je vais dire un point qu'il n'a pas dit. 3 points tout seul. Parce que je suis super... Ah, je croyais qu'il fallait dire... Non, vas-y. Non, mais surtout, il y a un truc qu'il n'a pas eu le temps dans sa chronique, mais PNL, surtout, c'est le terroir, tu vois. C'est les saucissons, Fortnite, il parle de tout ce qui nous entoure. Et c'est pour ça qu'on sent vachement proche. Et il a dit les mecs d'Atlanta, ils le prennent pour du super lourd parce que ils ont juste le flow. Mais nous, en plus, on a les paroles. C'est ouf. C'est une expérience. J'ai des frissons. J'ai la chair de poule. Okay, ils sont connectés avec leur environnement. Très bien. Ouais. Non, je dirais la cellule familiale, c'est très important.
C'est vrai que le restaurant au père, c'est un peu dingo. Hein. Ouais, c'est vraiment. Et tu sens qu'ils sont complètement soudés à leur père. Je pense qu'il y a eu des trucs un peu plus graves que ça d'ailleurs dans leur éducation, mais en tout cas, clairement, ils aiment leur père. Et je pense que leur père les aime beaucoup aussi. Effectivement, pour la Gomorrha, la famille, c'est. C'est sacré. Hein. C'est sacré. Je sais même pas comment ils ont été tournés ce fameux clip dans les cités italiennes. Ils ont dû risquer leur vie parce qu'apparemment leur père en fait il est parti avec les 2 fistons sous le bras quand ils étaient jeunes pour échapper à son passé dans la Gomorrha, donc c'est chaud quand même, mais pour ceux qui ont jamais vu les clips de PNL, c'est vraiment la folie, hein. C'est hyper beau. Et ouais. Moi, dernière chose à retenir, c'est juste je comprenais pas le morceau Bez 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 qui était un clin d'œil à Benz Benz Benz. Et franchement, maintenant que je le réécoute, c'est assez génial. Ah oui, sur la banquette, ouais. Et de savoir, on sait que Nos et Chris sont ensemble, tu vois. Et de savoir qu'il a raconté aussi crûment leur première nuit ensemble, ce vieux taxi marocain, c'est. Attends. C'est costaud. Qui est devenu chauffeur Uber par la suite. Ah oui, bah. Donc c'est sur des voitures incroyables. L'histoire, elle continue. Et la voiture, d'ailleurs, on la voit dans le clip de Chris qu'elle a fait en featuring avec Booba. Tout se recoupe en fait. Hein, c'est assez incroyable. Mais oui, c'est une Mercedes. Et si on va plus loin, il y a une certaine métaphore où la voiture, elle coule. Dans la mer. D'accord. C'était ça le truc. On ne sait pas la suite de l'histoire, mais. Putain, c'est méta. Ouais, franchement, du coup, en tant que nerd, je kiffe parce que j'ai l'impression d'avoir écouté un album de rap. Et en fait, j'ai l'impression d'être dans le Marvel Cinematic Universe. Quoi. Bienvenue. Alors merci pour ces 3 points qui serviront, j'en suis sûre, les futurs fans de PNL. Je l'espère. Venez nous parler sur le Discord ou sur le forum. Rejoins-nous, Daz, rejoins-nous. Rejoignez-nous. J'arrive. Et nous passons tout de suite au Rocco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Descendez les verres pendant que tu me tournais le dos. Je suis... Ne sais pas de temps la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Donc, 3 recos autour de la musique. Donc, nous avons déjà Marv qui nous dit « Je vous recommande l'album Beep, un mélange de funk, d'électro, de city pop, totalement estival. » Est-ce que vous avez une idée? Funk, city pop et électro. Ouais. Est-ce que... Funk, city pop, électro... Attends. Ça, c'est ou un hit de l'été ou de la K-pop. Non, c'est pas de la K-pop, j'espère. Daft Punk. Daft Punk. Tu chauffes un peu. Sia. Daft Punk Là, t'étais assez proche. Ah non, c'est de la K-pop. La K-pop, alors là, c'est mort. Bah si, c'est K-pop, c'est Kim Bobae. C'est quoi ce truc? Je sais pas, je dis un nom hasard. De toute façon, ils ont 3 syllabes. Non, voyons. Les émissions changent, le racisme reste. Hein. Ça, c'est Fibre Tigre. Un peu de sérieux, Fibre Tigre. Non, mais je connais. Blackpink. Non. Quelqu'un autour de cette table connaît des groupes de K-pop? Je viens d'en citer un, Bien sûr. Blackpink. Bah oui, mais après, c'est que des trucs genre. Girls' Generation. Voilà. Ce n'est pas ça. Du coup, je vais vous donner la réponse. Ouais. Ok, bah, personne ne marque de points. Je connaissais pas non plus. Donc, c'est l'album Bay 5 de Young Bay. Oh là là, Young je Bay. sais pas. J'allais dire BTS en plus, mais ça n'a rien à voir. Non. J'étais pas loin avec mon Bay. Ouais. Mais t'étais pas loin. Des trucs qui commencent par You et finissent par Bay et tout. Oui. Très bien. Donc, on va écouter ça. Hein. Moi, je serai la première à écouter. J'aime beaucoup la K-pop. Ensuite, on a une recommandation de Alu, Petit Agneau, sur le Discord. Donc, il me dit qu'il a absolument adoré écouter le dernier Beep, un super album de musique classique. Le featuring avec Thomas Sisley est vraiment très entraînant. Classique plus Thomas Sisley. C'est un truc de Gad Elmaleh, ça, non? Ouais, je pense. Ah, ne serait pas Elise Moon qui fait du. Mais non, c'est du l'album de classique. jazz. Ah, la bossa nova. Ah, la bossa nova d'Elise Moon, non? Ouais. Est-ce que c'est pas le remix des 4 saisons par Max Ernst, comme ça? Nope. Bon, je sais pas. Si vous voulez un indice, le nom de l'artiste commence par un M. Et on le connaît ou pas? Bien sûr. Ah. Matt Pokora. Et oui, l'ancien des Link Up, bien sûr. Quoi? Pourquoi Matt? Thomas bah Pokora oui. avec Il a Thomas fait- Sisley. Il a beaucoup aimé le dernier Matt Pokora, mais il nous le recommande. Avec Thomas Sisley, par contre, hein, on est d'accord. Oui, On valide. tout à fait. C'est étonnant. Bah, tu sais, depuis qu'il fait plus de stand-up, peut-être Il qu'il s'est faut que je me remette reconverti. à écouter. Je me Matt demande qui il Pokora. a pu voler au niveau musical, du coup. Tu vois que le prochain titre de Matt Pokora s'appelle Bad ou Around the World Et avec des enfin, paroles de Thomas Sisley. la dernière recommandation nous vient de Pad, donc, et qui nous dit « Je vous conseille ce nouvel album de Pip qui reprend parfaitement l'atmosphère des chants slaves et Pavlovsien de Barodine, thème pilé du reboot du Roi Lion. Je La sais rigueur exactement qui c'est. implacable des Ah. soviets est très bien retranscrit par la Queen. Je l'ai retrouvé à Royan, c'est Beyoncé. Beyoncé. Ouais. Eh oui, Ah, d'accord. Alors sachez qu'il y a un clip de rap avec les danses ponoviennes de Borodine.
Faut que je le retrouverai, je le mettrai sur Ah le- oui, tu le mettras sur le Non, forum. mais C'est pas- c'est comme un ouf de rap ce mec. Hein. Ouais, Ouais, il a cette une émission est géniale grosse parce qu'on culture, découvre hein. des facettes de Fibre qu'on n'aurait Il pas connaît du tout vachement bien la soupçonnées. Corée aussi, apparemment. Non, la Corée, je connais pas. Attends, Fibre il a marqué un point sur Matt Pokora et Daz et moi sur Beyoncé du coup. Ouais. Très bien, et ben on vous remercie la communauté, on écoutera ça très sérieusement. On passe à la dernière chronique, qui est une chronique série avec Daz, qui nous parle de Breaking Bad. N'as-tu jamais vu? Oui, je vais vous parler d'un monument télévisuel, d'un phare dans la nuit de l'inculture. Je vais vous parler évidemment de Breaking Bad, série préférée des, je crois, 4 ou 5 derniers présidents américains. Donc c'est une série américaine qui se compose donc de 8 saisons, de 16 épisodes chacune. T'as tout Alors maté le pitch. Le pitch. Ah ouais, j'ai bingé ça, ça a été. Je l'ai vu en x2 comme les podcasts. Alors le pitch. Walter White est un chercheur universitaire du MIT. Au cours de ses recherches, il est mordu par une araignée radioactive et c'est le pitch d'Aquaman, je sais très bien qu'on vous la fait pas à vous. Non, Walter White est bien enseignant au MIT, le Missouri Institute of Technology à Saint-Louis donc. Il enseigne la chimie. Un jour, en rentrant de week-end, sa femme attrape un rhume qui se transforme en cancer. Et Walter, formidable Bryan Cranston, qu'on a déjà croisé évidemment dans Marié 2 enfants et Boys in the Hood, C'est vrai. se rappelle qu'il n'a pas de carte vitale, car personne n'a de carte vitale en Amérique, puisque évidemment, je vous l'ai dit, ça se passe en Amérique. Il décide donc de mettre à profit ses talents de ninja chimiste pour payer les soins. Et comme on est en Amérique, il y a 2 moyens de se faire des sous rapidement. Soit en levant des fonds pour financer une application qui permet de recréer un système féodal en 2 clics, Tout soon. soit en vendant de la drogue. Comme son nom l'indique, Walter White est blanc. Pourtant, il choisit la drogue. Alors au début, on comprend pas ce choix, et c'est là la malignité de Quentin Tarantino, le metteur en scène, c'est parce qu'il brouille toutes les pistes dans Breaking Bad. Parce que le twist fou de Breaking Bad, attention, spoiler, c'est qu'on apprend à la saison 5 qu'en fait, Bryan Cranston, donc Walter White, est un Afro-Américain qui se fait un whiteface depuis le début. Oh putain, C'est ouf, et ça pose tellement de questions sur la société Un américaine. whiteface, t'as dit? Un whiteface, oui, tout à fait. Walter Whiteface. Tout à fait. C'est un Afro-Américain qui se met la tête en blanc pour pouvoir être enseignant. Bref, maintenant on comprend donc pourquoi il a choisi de faire de la drogue. Et comme lui, c'est un gars du MIT à la base, et qu'en plus il est noir, bah sa drogue elle est archi bonne. Du coup, tout le monde en veut. Et on se rend compte que ça va poser des problèmes, parce que niveau roadmap et business model, Walter il n'avait pas prévu de scaler aussi rapidement. S'ensuit plein de péripéties hallucinogènes et hallucinantes. Il se retrouve poursuivi par la DEA, le FBI, les cartels mexicains et un gang de Yakuza Shaolin qui veulent lui piquer sa recette pour la développer et envahir le monde entier grâce à de la drogue à Bakou. Bakou en Azerbaïdjan, donc, qui est l'endroit où se trouve le QG de Monsieur Lee, le boss des triades. Comme chacun sait, c'est toujours un mec qui s'appelle Lee, qui est le chef des triades. Si on ajoute le fait que Gina, sa femme, guérit de son cancer, on ajoute des complications, car Walter n'a du coup plus aucune raison de faire de la drogue. Ce qui pose un cas de conscience, comme seuls les vrais scénaristes américains savent les faire. Alors, niveau prod, je vais déjà parler des couleurs de cette série, tu vois, de la chromatographie. Hein. Tarantino, il a assuré déjà, parce que bon, clin d'œil à Reservoir Dogs, c'est super malin, il donne des noms de couleurs à ses personnages principaux. Par exemple, donc, il y a Walter White évidemment, mais l'élève qui va aider Walter, parce que Walter c'est l'enseignant, mais il est aidé quand même par un élève pour écouler la drogue. Meilleur perso de la série d'ailleurs. Il s'appelle Marvin Maroon. Il y a aussi Bobby Brown, son meilleur ami, et puis Gina Green, donc la femme de Walter. Ça, j'avais jamais remarqué. Mais oui, contraste entre les noms chamarrés et l'image. Car, et c'est là le double coup de génie de cette série qui est vraiment incroyable, toute la série est en noir et blanc. Parti pré artistique risqué, mais hommage direct à The Artist, autre film de Tarantino qui a défrayé la chronique. Les seules fois où l'image passe en couleur, c'est quand les gens testent la drogue de Walter pour montrer les effets psychédéliques. Génial. C'est ouf. Ouais. Alors tout ça, ça sert évidemment à cette critique acerbe de la société qui est Breaking Bad, parce que déjà, un noir obligé de se whiteface pour enseigner dans des établissements prestigieux comme le fameux Missouri Institute of Technology, ça pique un peu. Mais ensuite, il est obligé de vendre de la drogue pour survivre, symbole de la easy money, mais qui désaligne complètement Walter et son aventure de la morale judéo-chrétienne. Et dans un pays où il y a écrit Dieu en lettres capitales sur les billets de banque, ça compte. Ouais. Les seuls moments où on a de la couleur, donc, c'est quand les gens sont drogués, donc critique une nouvelle fois du mode de vie de la working class, qui se drogue pour voir normalement. Ça avait déjà aussi été abordé par Tarantino dans son film Minority Report, et aussi dans Matrix par Steven Spielberg. D'habitude, les séries un peu dark, c'est l'exclusivité de HBO. Du coup, pour un coup d'essai de Netflix, c'est littéralement un coup de maître. Après Prison Break, qui avait un petit peu déçu,
en saison 5, et avant Jack Ryan Commando, qui a montré que la plateforme savait gérer aussi quand même une histoire réaliste. Niveau casting, là encore, zéro erreur. Bryan Cranston est impérial en enseignant droguiste. Matthew McConaughey joue donc son élève Marvin Maroon. J'étais un petit peu sceptique par rapport à Marion Cotillard pour jouer Gina, mais en fait, comme elle meurt pas finalement, ça gâche pas trop. C'est vrai que tant qu'elle meurt pas, Marion Cotillard, elle est impériale, elle est impériale. Et puis franchement, son revival, hein, parce que littéralement, je veux dire, au début, tu la vois dans un lit d'hôpital, et puis ensuite, tu comprends qu'elle revient aux affaires, et c'est elle, un peu, tu vois, le côté un peu Lady Macbeth qu'on peut trouver dans toute la tragédie américaine, hein, qui consiste en fait à susurrer à l'oreille de son mari de continuer ses affaires, parce que lui, à la base, il voulait juste la sauver. Bah ouais. Mais une fois qu'elle est sauvée, il se dit bon bah c'est bon, je t'ai sauvé, c'est plus la peine. Et en fait, si, elle lui dit mais si, vas-y, continue, on s'en fout des ninjas Shaolin. Ouais, non, l'argent, la femme. Vénal, comme d'habitude. Donc voilà, tout ça, ça procure un. Bah, excuse-moi, c'est. Alors attention, je me place strictement du point de vue de l'œuvre. Là, c'est le critique qui parle. Tu veux dire, tu t'abrites strictement derrière l'œuvre. Ah, bah complètement. Je veux dire, moi, la femme vénale, les femmes ne sont évidemment pas vénales, mais en tout cas, Gina Green dans Breaking Bad, excuse-moi. Allez, très bien. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'est une série que je recommande très très chaudement. Je vais pas vous spoiler les 8 saisons et les 157 épisodes. Je vous la recommande pour justement donc son setup, parce que donc le Missouri, c'est le Midwest. Le Midwest, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas souvent dans les séries américaines. Ça se passe toujours sur la côte est ou sur la côte ouest. Là, ça se passe au milieu de nulle part, donc Saint-Louis. Voilà. C'est donc une plongée dans l'Amérique profonde, et l'Amérique qui vote pour Donald Trump. Donc d'un strict point de vue de compréhension des enjeux politiques qui se jouent actuellement en ce début de siècle, je vous conseille Breaking Bad. Voilà. C'est très fort. Très bien. Très bien, merci pour cette chronique, Daz. Et du coup, Lame, Fibre, qu'en dites-vous ? Bah, moi, j'ai vu Breaking Bad. Là, il l'a raconté et j'ai envie de le revoir. J'ai envie de voir. Tout à fait d'accord. Moi, du coup, on était tous d'accord depuis le début de cette émission, et là, je vais pas être d'accord avec Daz. En fait, je suis un peu déçu parce que j'ai aimé ta chronique, mais je comprends pas comment tu parles pas de la saison 7, qui, à mon avis, brise tout. Donc, on va pas spoiler. On peut pas dire, mais tu vois, la saison 7, en fait, j'en ai déjà... 7, et à ce moment-là, moi, ça m'a... Alors moi, j'ai pas vu jusque-là, il se passe quoi, la saison 7 ? Bah, on peut pas spoiler, mais la on saison va pas 7, spoiler. Moi, je voulais... Si je tape hashtag Season 7, Season 7 sur Reddit, mais voilà, tu vois, Daz, la saison 7. Bah oui, mais en fait, déjà, j'explique que Gina Green, elle meurt pas vraiment, donc tu vois, ça spoil un petit peu. Je me suis dit quand même... moi, j'avais arrêté avant le white facing. Ouais. Bah ça, c'est la saison 5. Hein, est-ce que ça a fait un scandale à la sortie ? Moi, je suis pas très woke, alors je sais pas si... Parce que je sais que Blackface, ça passe pas. Il y avait le tweet d'Antoine Griezmann qui est pas passé du tout, du coup. Ouais, il a fait le lol, et personne n'a rigolé. Non, il y a pas mal de blancs américains, des additional Americans, comme on les appelle, parce qu'ils sont arrivés après tout le monde, qui se sont plaints, parce qu'ils en ont un peu marre d'être pris quand même pour un peu le dindon de la farce et des boucs émissaires, et à chaque fois, voilà, de voir tous ces Afro-Américains qui se whiteface perpétuellement pour dénigrer un peu leur culture. Moi, je comprends un peu le côté... En plus, c'est vrai que en plus, comme c'est tiré d'une histoire vraie, qu'à la base, le perso, il est blanc, tu vois, c'est encore un perso blanc, et ils ont foutu un acteur américain noir à la place pour jouer son rôle. Mais il est talentueux. Donc, c'est vrai qu'il est très talentueux. Mais ouais, bon, en tout cas, la saison 7, là-dessus, je suis pas d'accord avec toi. Et l'autre truc, c'est que Tarantino, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi que visuellement, franchement, c'est toujours aussi incroyable. Le côté noir et blanc, les couleurs, j'ai adoré. Mais tu vois, sur les dialogues, j'étais un peu déçu. Tu vois, t'as Bryan Cranston, t'as Marion Cotillard, qui en plus, quand t'as dit Gina Green avec son accent français, franchement, tu sais, moi, ça m'a toujours fait un peu d'effet. T'as Matthew McConaughey. Et t'as Tarantino qui est quand même le maître des dialogues, c'est-à-dire que Tarantino, il te fait des films où il se passe rien, t'as que des mecs qui parlent. Et là, tu vois, je trouve que les dialogues de Breaking Bad sont pas tant à la hauteur que ça, quoi, tu vois. Ouais, mais c'était avant, Breaking Bad dans la carrière de Tarantino, c'était quand même avant Pulp Fiction, qui est quand même le truc qui a assis. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça dure 8 ans, donc il a fait des films en attendant Tarantino. Il a fait une dizaine de films. Il a fait une dizaine de films, Sam. Donc, tu vois, après que ces films, il fait des dialogues de ouf. Et je trouve que dans la série, j'aurais voulu voir ce Tarantino que j'avais le Tarantino du cinéma. Je trouve qu'il s'est pas pleinement exprimé dans le Tarantino du Netflix. Ouais, mais sur la saison 8 justement, tu sens que à ce niveau-là, il a quand même vachement levé les. Le problème, c'est que le héros Walter White est quand même assez taiseux, tu vois, parce que bon, quand tu fais de la méthamphétamine, t'as pas trop le temps de discuter non plus, donc vu qu'il l'a installé comme ça. D'ailleurs, où il est très taiseux, où c'est la scène qui a marqué le plus les spectateurs, les spectatrices. Ouais, mais enfin, on va pas spoiler, mais c'est dur. C'est super dur. À côté, mais regardez un lit, quoi. Il a été genre. Je vais pas paraître obsédé, mais tu sais, je suis un padawan woke. Ouais. Et donc, tu dis que on apprend que le héros
Étant fait afro-américain et qu'il se whiteface. Mais il est joué quand même par Bryan Cranston qui est blanc. Alors non. Donc en fait, c'est un blanc qui se blackface et qui se whiteface. Non, parce qu'en fait, Bryan Cranston, il a fait son coming out. Il a fait son coming out il y a à peu près 2 ans maintenant pour expliquer depuis le départ qu'il était afro-américain. De base. Oui. Donc celui qu'on a vu dans... C'est quoi la série que t'avais dit ? Dans Mario 2 enfants. Mario 2 enfants. Tout à fait. Il était... Et dans Boys and Zoot. Et Boys and Zoot, c'était quand même une indication. Et pour... Ah d'accord. Okay, ah bah oui. Ah bah non, mais voilà, c'est... Tu vois, Boys and Zoot... Je l'avais pas vu dans... Oui, mais si, dans Boys and Zoot, donc film de John Singleton, qu'il repose en paix, un excellent réalisateur. Et donc Bryan Cranston, dans ce film-là, joue effectivement le rôle de l'assureur blanc, en sachant lui déjà qu'il était noir. Donc quelque part, tu vois, c'est un pied de nez. Et en même temps, le mec, tu peux pas lui reprocher d'avoir essayé de faire sa place aussi dans le cinéma noir américain qui est quand même hégémonique aux États-Unis. Moi, c'est un autre truc aussi qui m'a agacé, quoi. Tu vois, tout à l'époque, tu te rappelles quand ils ont révélé que Bryan Cranston était noir. Je trouve que ça a un peu enlevé l'impact de la série parce que tout d'un coup, c'était tout le buzz les discussions étaient autour de l'acteur et pas de la série. Oui, mais Bryan Cranston, il peut tout jouer, le mec. Il peut jouer un arbre, il peut jouer, il peut jouer le Major Kusanagi dans Ghost in the Shell. Il a déjà joué Scarlett Johansson d'ailleurs dans un film. Oui, mais bien sûr. Mais ce qu'il faut pour une série qui est sortie en 2008 sur AMC. Encore maintenant. C'est sur Netflix. C'est sur Netflix. Ouais. C'est le truc qui a lancé Netflix d'ailleurs, parce qu'avant c'était encore un système de location de DVD. J'aurais été sûr que c'était AMC qui avait fait. Non. AMC, ils font des camions, je crois. Mais oui, 2008. La fin de la série était en 2013, si je me trompe pas. Ah bah non, de 8 saisons, ça fait 2016. Hein, 2016. 2016. Enfin, c'est fou que le débat soit encore ouvert et les gens se réapproprient la série pour plein de thématiques, quoi. Enfin, Trump, quoi. C'est ça, c'est le génie. Une résurgence de ouf avec Trump. C'est le génie de l'écriture de ces séries-là qui sont vraiment emblématiques de la culture américaine. Tu prends The Wire, c'est pareil. En fait, c'est une série qui date d'il y a 15 ans. Mais qui se réactualise toujours constamment. Ultra actuelle, mais bien sûr. Mais est-ce que quand les ninjas arrivent, c'est pas un peu Jump the Shark, tu vois ? Parce qu'on était un peu dans un drame dans le Missouri, tout d'un coup, les ninjas. Ça rapporte quand même un petit côté bienvenu, parce que bon, ça manquait farouchement de gunfight. Je veux dire, bon, pendant les 3 premières saisons, on le voit quand même. C'est du Tarantino. Hein. On le voit cuisiner sa méthamphétamine, etc. Donc on comprend qu'il a des problèmes de logistique. Donc voilà, il travaille là-dessus, mais il se passe pas grand-chose. Par contre, à partir du moment où le produit est release, et à partir du moment où il a vraiment un très bon feedback clientèle, là, on sent que les problèmes arrivent, parce que les Mexicains, on les connaît, c'est des opportunistes, donc eux, dès qu'ils flairent un filon, ils se mettent directement dans le truc. Donc on voit qu'ils commencent à se rapprocher un peu du MIT, parce que pendant toute la série, Bryan Cranston fait ça dans les locaux du MIT, pour pas se faire griller par sa femme, qui est en train de mourir. Ouais, c'est très bien documenté d'ailleurs. Hein. Ouais. Franchement, en termes ils sont partis voir des Koji pour justement avoir plein d'infos là-dessus, donc c'est vrai que la série est très. C'est vrai que t'as vraiment l'impression d'être au cœur du MIT. Je pensais que c'était pour séduire le public chinois, mais bon. Mais non, parce qu'en fait, des ninjas Shaolin et Yakuza, c'est un mix quand même, hein, parce que ça a été créé par un Américain, donc on sent quand même que. Par contre, coup de génie, hein, franchement, positionner le QG du méchant à Bakou en Azerbaïdjan plutôt qu'à Shanghai ou à Shenzhen. Personne n'y aurait pensé, mais lui, il l'a fait. Non, c'est le réalisme. La plupart de l'opium est cultivé en Afghanistan. Mais bien sûr. Ouais, c'est complètement réaliste. Alors il y a ce côté, tu vois, ils mélangent un peu toutes les origines sur la partie purement sociétale, c'est-à-dire que pour eux, des Chinois et des Japonais, c'est pareil. En revanche, effectivement, pour la provenance de la drogue, ça, il n'y a pas de problème, ils savent le localiser, mais c'est une précision militaire. Hein, est-ce que toi qui découvres un peu la série, parce que nous, elle est un peu dans notre passé, moi, je vois un peu. Est-ce que tu trouves qu'il y a un propos politique actuel ? C'est ce qu'il a dit, t'as écouté sa chronique film attends, mais rien que le présupposé du gars qui est obligé de faire de la drogue parce qu'en fait le système de santé américain est complètement en lambeaux, je trouve ça. Mais toi t'avais quitté avant, mais saison 7, on va pas dire la saison 7, voilà. Ouais. Mais saison 8, elle arrive en 2016 quand Trump est président, c'est énorme. Et je sais pas encore une fois si la série aurait un tel impact. Quoi, dans la saison 8, il y a un truc qui paraît avec Trump ? Il y a Trump dans la série ? Non, il y a pas Trump, mais comme il y a toutes ces histoires de couleurs et de races et d'ethnie et de gens qui passent d'un côté comme de l'autre, etc. Bah, évidemment, tu vois, toutes les communautés coréennes aux États-Unis l'ont mal vécu, les communautés noires l'ont mal vécu, les blacks suprémacistes, bon voilà, c'est. Et donc, je sais pas si Breaking Bad aurait eu un tel impact aujourd'hui. Il mériterait d'être dans notre émission du Jamais Vu comme un grand classique de la culture s'il n'y avait pas eu l'élection de Trump à la fin, au moment de la saison 8. Ça a un peu validé tout l'avant-propos. En fait, c'est l'enfant d'Obama qui a survécu jusqu'à Trump, quoi. Ouais.
Ouais, mais c'est l'enfant. En fait, Obama s'est jamais trop rapproché de cette série-là, tu vois. C'est vraiment Trump qui a sublimé en fait ce qui s'était passé avant. C'est assez incroyable. On aurait cru que c'était quelque chose de prévu, tu vois. Si vraiment j'étais un peu complotiste comme ça, je dirais que c'était quelque chose. C'était sur une trajectoire et il fallait vraiment l'élection de Donald Trump pour que la série se sublime. En fait, c'est incroyable. J'ai vu les 3 premières saisons et j'ai été hyper charmé par le Missouri. Ouais. Et c'est vraiment maintenant, je sais pas s'il y a des hipsters qui y vont comme en Islande. vacances. Ah bah, Et moi, j'ai vraiment envie d'aller au Missouri. Tu non, vois. mais le Missouri, c'est un état qui est génial. Hein. Vraiment, Très bien. on y mange bien en plus. Et pourtant, en noir et blanc, mais j'y croyais pas trop. Parce que tu Ouais, dis mais en Missouri fait, en noir et blanc, et en fait, ça passe. Ouais, mais ça le passe Missouri, c'est crème. pas le Michigan. Je sais que ça ressemble parce que ça commence pareil, mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, le Michigan en noir et blanc, tu te suicides. Bah, attention, le Michigan en noir et blanc, c'est comme le Michigan en couleur. Oui, c'est vrai, de toute façon, ouais, Détroit. Alors que le Missouri en noir et blanc, finalement, il y a un côté poétique. Ouais. C'est très beau. Très bien, très bien. Merci à vous 3. Si chacun de vous donnait un élément pour convaincre un auditeur ou une auditrice De à regarder regarder Breaking cette Bad. série, hormis l'âme qui est beaucoup Non. plus mesurée. Regardez Breaking Bad, mais regardez juste 7 saisons de Breaking Bad, pas les 8. Mais non, Cette première. t'as dit, on saute la saison, c'est ça la Non, la saison 7. Voilà, parce que voilà. Ouais. On vous on rappelle. regarde toute la série sauf la saison 7. Bah ouais, la saison 7, quoi, la fameuse. Très bien. Franchement, Voici, impardonnable. Ouais, bon, t'es un peu dur. ensuite, Fibre. Bah, je suis un peu estomaqué, bouleversé par cette histoire de Whiteface. Et voilà. Parce que je vais me donner du grain à moudre, je dirais. Ouais, tu vas regarder cette série sous un nouveau jour. Ouais, mais même, je me dirais, je tu- comprends pas. Enfin, Puis tu vois, Bryan Cranston, pour moi, ça a toujours été. Enfin, je vais regarder Ouais, Marier mais- 2 enfants et je vais dire quoi. Mais. C'est vrai que c'était le white salaryman par excellence quand même. à Et la c'est pour base, ça hein. qu'il faut que tu regardes plutôt Boys and the Hood. Très bien. T'auras des Et ensuite, Daz, Ah bah un élément parmi, un élément, c'est Marion Cotillard. Sublimissime. Cotillard. Sublimissime. quand elle est en vie. Fourmillement du jeu d'actrice. C'est- C'est À chaque fois qu'elle dit ouais, c'est Gina c'est Green, foisonnant. avec ce petit accent un peu français, moi ça me. Elle est incroyable. Très bien, merci. J'espère que vous allez apprécier regarder cette série après avoir écouté les chroniques de Daz. Nous passons tout de suite au Reco Quiz. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Descendez les verres pendant que tu me tournais le dos. Je suis... Comment ça Ne tape sais pas tendre la cuillère, Say my name. car c'est impossible. Pikachu. La journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie. Pour ce Reco Quiz, nous commençons avec Vinzou, qui dit... Donc c'est série télé là. Hein. Oui, là, c'est des Ok. recos séries télé. J'ai adoré, bip, ces femmes qui décident de porter des vêtements très rouges pour prier toute la journée, pour défendre Handmaid's le Tale. patriarcat. C'est Handmaid's vraiment Tale. fou. Emma Handmaid's Watson Tale. est dingue dans le rôle principal. Et c'est... Oui, Handmaid's Tale. Handmaid's Tale. Oui. Ouais, mais je l'avais trouvé aussi. Hein, là, je suis Un point pas- chacun, un point chacun. Un point chacun. Ouais, j'avoue que Emma Watson après La carte des étoiles. oui, après la guerre des étoiles, j'y croyais pas trop parce qu'elle était nulle à chier en Padmé. Et tu la vois dans une tête, tu fais putain. Et c'est fou parce que, ouais. c'est ouf. Elle incarne vraiment très bien son personnage parce que si on vous la suivez un peu sur les réseaux, elle a vraiment elle est investie dans la cause féministe, etc. Ouais, ouais. Donc vraiment ce rôle lui Retour va en à grâce. ravir en fait, comme la Retour en robe grâce de rouge. Ça Ouais. lui va très bien. Très bien, donc un point pour Fibre. Et pour moi, hein, Et ouais, je donne également un point. Bah oui, à bah, Ah, tu le donnes également, bah, très Bah, bien, parce attendez. qu'on est tous bienveillants et gentils. On passe à la reco de Josh Dredd. Josh Dredd plutôt. Judge Dredd, ouais, je pense. C'est une Ouais. une Je suis avec référence. Schwarzy. Ouais, c'est Ouais. ça. Ne passez pas à côté de Bip, cette série post-apocalyptique. Ah, attention, elle a l'air d'être compliquée. Post-apocalyptique, déjà, c'est Oui. la moitié des prods de Ne Netflix. passez pas à côté de Bip, cette série post-apocalyptique où une poignée de survivants traverse le désert et ses dangers en quête de la mythique Oasis. Pio Marmaille dans son meilleur rôle. Avec Pio Marmaille. Putain, je déteste Pio Marmaille en l'Oasis, plus. Ah là, cet acteur de merde. Alors, C'est pas The Walking Dead? Non, bon, trop alors, facile. je dis Mad Max, je lance comme ça. un Mad petit Max, non. C'est pas pas une mal. série? Non, avec l'Oasis. Mais non, c'est Ready Player Et One. attends, c'est une pas une série série Mad Max Non, c'est une Non, il y a série. pas de Ready série, Player ouais. One. Bah, c'est pas une Ready série, Player Ready One. Player One. Non, pas Non, Ready mais Player c'est One. pas une série non je plus. suis bête, c'est une série, oui, je suis bête. Alors une série. Des survivants Attends, qui traversent le... Lost, c'est Lost. Non. Ah, ça c'était pas mal Lost. Ah, Ça aurait été pas mal, mais ce n'est pas parce Lost. que c'est bien le désert dans Lost. Hein, c'est ça. Vraiment, oui, il faut penser, Un petit indice. au désert. Vraiment, Ah, je pense désert. que toute cette série a été construite sur cet environnement-là qui est aride, très chaud et rien que le titre, en fait. Genre Hot Summer, un truc comme ça. Une série Ouais, dans le si on reste désert. dans cette dynamique-là, ouais, plutôt en français. L'été de tous les dangers. Non. Ah, non.
Sous le soleil. Exactement, bien sous joué. le soleil. Oh là 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 Je l'ai là tiré du fin fond de. Et puis au Marmaille. Bah oui, je suis au chômage, c'est donc vrai. tous les jours à 19h, hein, Mais sur oui. TF1, pendant que vous rentrez au métro. Hein. Mais n'empêche que, tu vois, moi j'aime pas Pio Marmaille, je suis bien content qu'il ait fait Sous le soleil parce que du coup, tu vois, il fait aucun film, il est cramé maintenant qu'il a Ouais, fait il cette fera série. que ça, Quoi. ouais. Donc ce sera son succès, mais son seul, j'espère bien. Très bien, donc Fibre au Quel taquet point, hein, il est sur les chaud. séries. Hein. Et la dernière recommandation nous vient de Warion, qui nous dit la dernière production de France Télévisions à voir, à cartonner à l'étranger. Elle relate l'histoire d'un groupe d'anarchistes en gilets jaunes, encore, prêts à tout pour changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. La Casa des Papel. J'allais le dire. Non. Ah, c'était pas mal quand ça t'appelle. Mais on est dans une série qui est sortie assez récemment, donc Alors, une bande de gilets jaunes. Des gilets jaunes qui font quoi The Boys sur Amazon. non. Ils font quoi? Ouais, le côté anard, ça Alors marche. si je ah tu veux que je te répète Oui, c'est des anarchistes gilets jaunes qui font. Elle relate l'histoire d'un groupe d'anarchistes en gilets jaunes, prêts à tout pour changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Et je dirais même que ce ne sont pas forcément des gilets jaunes, la couleur est là, mais en termes de costumes, parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts sur les costumes, ce ne sont pas des Bah, c'est gilets. Breaking Bad. Désolé, où Warion. il a un costume jaune. Alors attends. Ils sont en tenue jaune si vous voulez. En tenue jaune? Ah oui, ça va, à l'image c'était... C'est une série avec des mecs en tenue jaune. Oui, Quoi? Parce que j'allais dire Utopia, qui était Non. coproduit avec la BBC, qui était génial sympa. Utopia, mais Ouais. c'est pas ça. Attends. Alors, C'est très récemment, ça a cartonné et il y a eu beaucoup de recos au sujet de cette série. ça a cartonné. Orange is the New Black. Non, Black is the New Orange. Yellow is the New Orange. Ça a Non. cartonné, un truc qui a cartonné, ils sont en jaune. quel indice je pourrais vous donner là-dessus Bah, est-ce que c'est français ou américain? Bah c'est C'est France la Télé. dernière production de France Télévisions, Ah, mais qui a cartonné à l'étranger. À l'étranger. Parce que vous savez que la stratégie de France Télévisions, c'est de créer des productions qui sont pas forcément françaises, faites en France, mais qui peuvent raconter des histoires Oui, là que. qui sont pas forcément localisées. Genre Joséphine Guardian Angel. Voilà, Ouais, un truc comme ça. par exemple. Alors attends. Ah putain, incroyable celle-là. Et là, bon, Grosse. je vous donne un indice. Un indice. Cette dernière production, elle relate l'histoire qui s'est passée dans les pays de l'Est. Tchernobyl. Oui, Oh là là, mais oui. Tchernobyl. Ils sont pas du tout en jaune. mais bien sûr que si. Il est ceux qui décontaminent. Ah, ceux qui sont contaminés au titanium radioactif. Ah ouais. Ok. bravo C'est vrai Warion. que c'était la grosse série de l'été de France Télé. Hein. Exactement. Ouais, c'était très très bien. Très, très C'était bien. audacieux, je trouve, comme choix. Est-ce qu'on peut faire le décompte des points? Je crois que. Très bien, donc ici, on a un point Moi, qui j'ai- vient de remporter l'âme. Tu en avais 2. Non, plus. Non, j'en avais 3 dans le jeu vidéo. Oui, pour les jeux vidéo, t'en as jeux eu 3. Ici, tu en as gagné un Un. de plus. Et il en avait Fibre. un aussi. J'en ai sur- 4 en tout. Et hein. un sur la musique. On l'a gagné ensemble. Avec Beyoncé. Ouais, Beyoncé. Ah oui. Bah, Beyoncé. J'ai 4 points en tout, moi. Oui, Mais moi, effectivement. j'en ai 2. Ah, j'en ai 5. Et l'âme en a 5, c'est-à-dire que l'âme est le grand gagnant des Bah voilà. Roco Quiz de cette émission. Voilà, c'est ça qu'on Bravo, veut. bravo Très les bien. gars. J'annonce, ça va être une saison très serrée. Hein. Mais bon, Ouais. après, encore une fois, on a tous une grosse culture, on en profite. Bien Ouais, sûr. c'est vrai. Bien Une sûr. culture complète. Vous gagnerez aussi un moment ou un autre. Fibre, Ouais. je vois que t'étais sur une pente assez. Tchernobyl, ascendante, quoi. c'était dur quand même. Tu l'as Et Très fait. bonne moi, série. moi, en plus, j'étais bloqué sur France Télévisions, donc j'ai eu beaucoup de. Bah, c'est très bizarre parce que c'est comme une série produite par France Télé, mais qui a été diffusée dans les pays de l'Est, mais qui n'a pas passé la frontière de la Ouais. France. Ouais, qui c'est s'est arrêté, arrêté. qui s'est arrêté à la Ça arrête à frontière. la frontière. Très bizarre comme Et série. il paraît même que les gens qui étaient sur la frontière et qu'ils n'arrivaient pas à capter les ondes séries. qui passaient à travers. Non, ça s'arrêtait pile à la Ça frontière. s'arrêtait quoi. pile pour la frontière. C'est très bizarre. C'est Mais incroyable. bon, tu sais, c'est France Télé, on comprendra jamais leurs décisions. Non, mais c'est dingue. Du jamais vu. Donc voilà, donc cette émission se termine avec ce Roco Quiz. Donc C'est j'ai été cool. ravie d'avoir ces recos-là et j'espère que, chers auditeurs, auditrices, vous noterez bien toutes ces recommandations culturelles de la part de l'équipe pour agrémenter cet été, hein, ce mois d'août, si jamais vous n'avez rien à faire. Et Ouais. on attend impatiemment vos recos, vos retours sur le forum. Et Sur Sam, le Discord. je me permets également de te Oui. suggérer un mot, un seul mot. Patreon. Patreon, exactement, Patreon. voilà, exactement. Mais oui, donc on va faire les petits rappels de base. Donc effectivement, le Patreon, si vous souhaitez soutenir qualité. Alors, pour deux petites choses. Ben, déjà, si vous voulez qu'on critique une œuvre en particulier, Oui. Ah oui, on est à votre écoute. Il faudra juste trouver une personne qui a bien vu l'œuvre. Ouais, c'est Parce ça, qu'encore voilà. une fois, nous, on met un Ouais, point c'est ça, d'honneur c'est à avoir là-dessus que qu'on des gens appuie, Des experts. qui ont vu ces œuvres. On pourrait par exemple proposer les œuvres dans les commentaires 5 étoiles qu'ils mettraient sur iTunes. oui. Voilà, justement, j'en parle, j'allais y venir. C'est génial. Les, comment- Génial. les commentaires le 5, les commentaires 5 étoiles, si vous voulez nous proposer votre propre petite description qui apparaîtra dans le Reco Quiz, ben, les commentaires 5 étoiles de iTunes sont Aussi, un ouais. bon endroit. Génial. Tu sens que Fibre, il a repris un peu les commandes à la rentrée de Oui, là, qualité. il est dans une dynamique de growth hacking et de mise en avant des émissions. Mais là, j'adore. avec Louis Binge, on n'a pas le choix. Hein. Il faut se battre. Bah, si on veut racheter Binge comme prévu, il va falloir un moment se bouger le cul. Donc,
à vous de voir. Mais bon, en tout cas, moi, je suis très content de partager la culture avec vous et de donner les clés de la culture avec vous. Ça me fait plaisir. Voilà, je pense que Daz aussi, pour Fibre, c'est Ah oui, moi, pareil. je suis ravi de pouvoir aider des gens à briller et à débattre en sachant de quoi ils parlent sur Twitter, et ça va être un gros changement, ça. Exactement. Et moi, je suis ravie de réunir chaque mois cette équipe de qualité, voire même des invités qui pourront venir parfois. Il faut qu'ils aient nous le niveau. présenter. Ah oui, il faut qu'ils aient le niveau. Enfin, parce moi, que... si le mec n'a pas d'expertise sur son sujet, Voilà, donc ils sont triés sur le volet. Hein. Ouais. Expertise et QLS. Voilà. Très bien, donc on vous dit à bientôt. Splatato. bye bye. Splatato, là. Merci Sam.